Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Et c'est Alexis Lacroix qui nous rejoint ce lundi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous intéressez cette semaine à la droite. Les militants du Parti Les Républicains voteront les 3 et 4 décembre prochains pour élire leur nouveau président. 3 candidats sont en lice, Aurélien Pradié, Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Et vous estimez Alexis qu'on aurait tort de négliger la querelle idéologique qui sépare ces deux derniers, Bruno Retailleau donc et Éric Ciotti. Pour quelle raison ? Et peut-être même Aurélien Pradié. Pour une raison très simple. C'est qu'on a toujours tendance à rendre les élections, quelles qu'elles soient, même à l'intérieur d'une formation politique, comme étant des procédures qui n'engageraient au fond que des rivalités de personnes. Certes, il y a évidemment toujours cette dimension. Par définition, si on se présente à une élection, c'est le cas d'Aurélien Pradié, député du Lot, il était là ce matin au micro de Christophe Barbier, c'est pour gagner a priori, on est bien d'accord. Néanmoins, il y a des différences et il y a des différends idéologiques sur une toile de fond qui est commune. On va dire, la toile de fond qui est commune, elle est décrite d'ailleurs par les uns comme par les autres. Le sentiment, je le résume très très rapidement, que peuvent avoir tous les candidats, mais aussi en fait leurs représentants dans les fédérations, etc. Les adhérents de LR, ce qu'il en reste. Ouais. Environ 50 000 aujourd'hui, c'est beaucoup moins que jadis. Et il y a eu d'ailleurs une hémorragie supplémentaire à la suite de la contre-performance de la candidate à la présidentielle. Mais justement, quel est le sentiment commun qu'ont la plupart des adhérents de la formation de la droite républicaine ? Machine à perdre politique, doublée d'un certain désert idéologique et programmatique. D'ailleurs, Pradié, ce matin, qui représente plutôt la sensibilité du gaullisme populaire, on va y venir dans un instant, l'a résumé au micro de notre confrère Christophe Barbier. Il a dit « Cela fait 10 ans qu'on ne parle à personne ». Alors c'est peut-être un petit peu excessif, mais justement c'est là qu'il est important de faire attention aux différences de sensibilité. Et c'est ce désert justement idéologique qu'ils se proposent de combler dans les années à venir. Absolument. Alors vous avez Bruno Retailleau qui est venu d'ailleurs sur Radio J l'autre jour, qui a confirmé au fond, j'allais dire, enfin je n'en tire aucune gloire, mais il a confirmé ce qu'on avait pu en dire tous les deux ensemble, à savoir qu'il représente un conservatisme relativement modéré. Vous savez, il est implanté sénateur d'une région, la Vendée, dont le nom est associé au phénomène Chouan, mais justement, c'est un conservatisme modéré et social. Quelle est la peur principale aujourd'hui de Bruno Retailleau ? C'est que non seulement la droite ne se reconstruise pas, mais surtout, plus grave encore, que sa famille, dans l'hypothèse on va dire de plus en plus probable, où il s'agit d'Éric Ciotti qui va l'emporter lors de cette consultation des primaires, explose, se divise. Or, ces craintes-là ne sont pas imaginaires. Pourquoi ? Car il y a, si vous me passez l'expression, il ne faut jamais être complotiste en politique, mais il faut quand même voir les logiques. Il y a, si vous voulez, 2 blocs politiques qui ont intérêt à faire en sorte que la droite, quand elle se sera choisi son nouveau chef, ne parvienne pas à recimenter son unité, qui n'est encore une fois pas seulement une unité d'hommes, mais une unité de valeurs, une unité axiologique, une unité idéologique. Or, la crainte de Bruno Retailleau, je ne dis pas qu'il a raison, mais en tout cas, ça veut dire que la compétition est beaucoup plus tendue qu'on ne l'imaginait. La crainte de Bruno Retailleau, c'est que l'élection d'Éric Ciotti, qui campe, disons, on va dire sur un couloir droite de droite, réveille les antagonismes et fasse que, disons, toute une partie des adhérents de LR, des cadres représentatifs, des élus aussi, rejoignent Emmanuel Macron, qui se sentent plus en affinité avec les idées fondamentales d'un centre droit. J'ouvre une parenthèse, vous connaissez ça par cœur, mais en gros, c'est l'orléanisme dans la tradition, dans la tripartition politique classique, se disent, mais finalement, il faut rejoindre Emmanuel Macron. Alors, on pourrait croire que ce sont là, Steve, simplement des mises en garde de campagne, destinées, encore une fois, dans une pure logique de compétition personnelle, à affaiblir l'adversaire. En fait, oui et non. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, je ne sais pas si c'est le bon candidat, mais il pointe un risque réel. Et il pointe un risque réel qui est ratifié par l'appel lancé d'abord à plusieurs reprises par le président de la République, relayé par Nicolas Sarkozy dans les colonnes du JDD, à des alliances de gouvernement avec la droite modérée, et aujourd'hui par un certain nombre de barons locaux. Excusez du peu, on en pense qu'on veut, il représente justement cette sensibilité de centre-droit, orléaniste. Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, c'est quand même le maire de la 4e ville de France. C'est pas rien. Et donc il a déclaré dans les colonnes du Figaro qu'il décidait de quitter le parti.
il juge que sa formation politique est dans une impasse. Donc avant même les résultats de cette élection. Exactement, il est partisan d'un accord avec la majorité et donc il considère qu'aucun des candidats ne peut, disons, représenter cette exigence d'aller vers des contrats de gouvernement un petit peu plus pragmatiques, enfin en tout cas dans leur optique. Et parmi les candidats, c'est évidemment, on y revient toujours, Éric Ciotti qui campe sur une ligne de droite qu'il ne faut pas diaboliser, c'est la droite de la droite, au fond c'est une forme de néoconservatisme français. Pourquoi elle se distingue par exemple de la ligne définie par Éric Zemmour pendant la présidentielle ? Elle s'en distingue sur un plan, je dirais, qui est moins tant, si vous voulez, les références de fond, etc., que l'approche. C'est-à-dire que Éric Ciotti est plus populiste, Éric Zemmour est plus intellectuel dans son style. Vous voyez, mais ce sont des styles différents. Or, le rapport à l'intellectualité dessine quand même là aussi des lignes de partage, si vous voulez. Éric Zemmour est un théoricien politique. Il est aussi un homme politique, mais c'est un théoricien politique. Il a réfléchi à cette lente asphyxie de l'âme de la France, etc. Éric Ciotti est plus le représentant à la fois sympathique et caricatural d'une forme de droite Côte d'Azur assez populiste, mais qui n'est pas dans la réflexion. Enfin, je ne crois pas que ce soit lui faire injure que de dire cela. Et si on revient donc à Ciotti, en revanche, il pose aujourd'hui un problème visiblement à une partie de sa famille politique. Et donc c'est tout l'argumentaire de Moudingue, des gens qui le rejoignent, des gens qui parlent avec lui. Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, Alexandre Vincendet, député du Rhône, Nicolas Forissier, député de l'Indre, Philippe Juvin, député des Hauts-de-Seine, ou Jean-Louis Thériault, député de Seine-et-Marne, c'est de pointer le risque d'un parti recroquevillé sur un positionnement très droitier. Et ajoute ces personnes, dans leur réquisitoire, cela aurait poussé beaucoup d'électeurs de centre-droit à rejoindre le camp macroniste d'ores et déjà, et va sans doute, évidemment, en pousser davantage dans l'hypothèse où Ciotti gagne. Autrement dit, le camp macroniste continue de siphonner les Républicains avant même cette élection, Alexis. Absolument. Ils sont certains donc des protestataires ou des dissidents, enfin on les appelle comme on veut, se voient gratifiés de réception par un certain nombre d'élus Renaissance. Ils sont en contact direct avec des députés Renaissance à l'Assemblée. Et bon, ceux qui sont, si vous voulez, sur cette transgression des lignes, considèrent que Macron et le groupe Renaissance ont tactiquement raison, je cite, de nous tendre la main. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, Éric Ciotti va être élu, mais il aura une tâche absolument considérable qui est de refédérer les membres disjoints, en quelque sorte, les familles de moins en moins appariées de la droite républicaine. Et peut-être y a-t-il aussi, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, j'ai l'esprit d'escalier, mais peut-être y a-t-il une différence supplémentaire avec Éric Zemmour. On peut ne pas partager l'idéologie d'Éric Zemmour, son approche de la crise de la France, etc., fondée sur un certain nombre de concepts qu'on a déjà évoqués ensemble. En revanche, il a du charisme. Si vous voulez, il a un charisme politique qui est absolument incontestable. On peut même le situer du côté de ceux qui ont une autorité charismatique naturelle. Je ne suis pas sûr que ce soit diminuer les mérites d'Éric Ciotti, qui est sans doute un excellent élu local, que de dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas montré au niveau national la possession d'un charisme aussi incontestable que celui du président de Reconquête, quoi qu'on pense de ses idées. Alexis, la droite LR a été également critiquée hier par Marine Le Pen dans les colonnes du journal du dimanche. La désormais ex-présidente du Rassemblement national rejette, elle également, par avance, toute idée d'alliance avec les Républicains. Alors voilà, donc vous avez, on le sait, il y a depuis les prises de position du président de Reconquête, Éric Zemmour, on l'évoquait à l'instant, de Nicolas Dupont-Aignan, il y a un débat qui refait surface à droite sur, on va dire chez les électeurs en réalité, sur la nécessité à terme de travailler à une forme de réunification politique qui passerait d'abord naturellement par des accords électoraux. Ils ne vont pas se fondre tous dans un même parti, mais c'est l'idée d'une NUPES de la droite, comme l'a dit Éric Zemmour. Donc cette idée monte en puissance chez les électeurs. Mais vous avez deux adversaires, j'allais dire frénétiques de cette idée. La Macronie, qui n'en a absolument pas envie, d'où cette stratégie qui se poursuit, vous le voyez bien, avec ces appels du pied, cette drague politique des dissidents, cette stratégie consistant à casser en deux LR, et les autres qui n'en veulent pour l'instant à aucun prix, c'est le bloc autour de Marine Le Pen et du Rassemblement national avec son nouveau président Jordan Bardella. Et donc, que nous dit Marine Le Pen dans cet entretien co-réalisé par notre ami David Revaud-Dallon? C'est qu'au fond, alors ça c'est typiquement de la sémantique, pour le coup, de l'extrême... Pour terminer, Alexis, il nous reste 30 secondes. Sémantique idéologique, historique de l'extrême droite politique,
sans jugement sur elle, renvoyer dos à dos tous les candidats de la droite, Aurélien Pradié, Éric Ciotti, sont les deux faces d'une même médaille, ça c'est une sémantique qui est, qui est très connotée en réalité. C'est-à-dire c'est le rejet absolu de la droite républicaine, sachant que, vous le savez bien, historiquement, les droites radicales, et le Rassemblement national pour le coup s'inscrit clairement dans ce champ-là, ont toujours voulu casser la droite. Et deuxième chose qu'elle dit... En 10 secondes, Alexis, vraiment. Qui malheureusement n'est pas faux, on va se faire allumer par la technique, qui malheureusement n'est pas faux, c'est que pour l'instant, LR veut se reconstruire, mais n'a ni idée, ni véritable base programmatique. Et bientôt, néanmoins, peut-être un chef, en tout cas, ça sera le cas à partir mais qui aura du pain sur la planche, vous l'avez vu. Hein. Absolument, voilà. Et vous me l'avez parfaitement expliqué. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr. Nous serons en compagnie demain de Laetitia Krupa. Bonne journée Alexis. Mais à vous aussi.